Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de diagonalisation et de calcul de rang sur un exemple. Alors je vais considérer un endomorphisme f de R2 qui est représenté dans la base canonique par la matrice A que j'écris ici. Et mon but, ça va être de déterminer une base B' dans laquelle la matrice de f est diagonale. Donc comme dans la vidéo précédente, l'obtention d'une matrice diagonale, ça veut dire que j'arrive à trouver des vecteurs U et des valeurs réelles lambda telles que f de U est égal à lambda U. Dans la vidéo précédente, j'ai vraiment résolu cette équation extensivement, j'ai distingué tous les cas possibles et j'ai trouvé finalement des éléments qui me convenaient. Ici, je te propose, par un calcul de rang, de simplifier ce calcul-là et d'obtenir quelque chose de beaucoup plus maniable. Alors si je prends lambda dans R, je me demande quand est-ce qu'il existe un vecteur non nul, U, tel que f de U est égal à lambda U. Alors si tu veux que je mette un peu de vocabulaire là-dessus, je suis en train de me demander quand est-ce que lambda va être valeur propre de l'endomorphisme f, auquel cas le vecteur U qui va être non nul sera appelé vecteur propre de f associé à la valeur propre lambda. Pour l'instant, je suis pas du tout obligé d'employer ce vocabulaire-là. Alors ce que j'affirme, c'est que l'existence d'un vecteur non nul qui vérifie cette équation est vérifiée si et seulement si le noyau de l'endomorphisme f moins lambda fois l'identité de R2 est différent du singleton 0. Ça correspond tout simplement à dire que f de U est égal à lambda U, si je fais tout passer à gauche, ça fait f moins lambda id de U est égal à 0. Donc ça veut dire que j'ai trouvé un élément non nul dans le noyau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que le noyau n'est pas réduit à 0 ? Ça veut dire que sa dimension est supérieure à 1. Et ça, par le théorème du rang, ça veut dire que le rang de f moins lambda id, c'est plus petit que 1. Et le théorème du rang, je l'ai appliqué parce que R2 c'est un espace vectoriel de dimension finie. Donc comme je te disais dans la vidéo précédente, j'avais vraiment résolu l'équation f de U égale lambda U. Mais en fait on me dit que pour l'instant il ne sert à rien de résoudre l'équation f de U est égal à lambda U pour toute valeur de lambda, puisqu'il me suffit de faire un calcul de rang. Alors je vais faire ce calcul de rang. Ce calcul de rang, je vais le réaliser par la méthode du pivot de Gauss et de manière matricielle. Si je prends A moins lambda fois la matrice identité de M2 de R, ça me donne cette matrice-là. Maintenant, si j'échange la première ligne et la deuxième ligne, ça me donne cette matrice. Maintenant, je peux réaliser une opération sur la deuxième ligne afin d'éliminer le terme en bas à gauche en me servant du 1 en haut à gauche comme pivot. Et ça me donne finalement cette matrice-là. Et maintenant, si je réalise le calcul du coefficient en bas à droite, ça me donne cette matrice que je peux appeler ici B lambda. Alors que me dit la méthode du pivot de Gauss ? On me dit qu'en réalisant des opérations élémentaires comme ceci, le rang de A moins lambda I2, c'est exactement le rang de B lambda. Sauf que B lambda c'est une matrice qui est triangulaire, qui est même échelonnée, et il est extrêmement facile de calculer son rang. En fait, ça dépend de la nullité ou pas du coefficient qui est en bas à droite. Alors il s'avère que si lambda est tel que moins lambda carré plus 4 lambda moins 3 est non nul, alors le rang de la matrice va valoir 2. Et en fait, on peut calculer facilement les racines de ce trinôme du second degré, et s'apercevoir que du coup le rang vaut 2, si lambda n'appartient pas à 1, 3, qui sont les racines de ce polynôme-là. De la même manière, le rang vaut 1 si et seulement si le coefficient en bas à droite est nul, et ça veut dire que lambda vaut soit 1, soit 3. Donc finalement, j'ai pas réussi pour l'instant à trouver ma base B', mais je sais exactement quelles sont les valeurs possibles pour lambda. Autrement dit, je sais exactement quelles sont les valeurs propres de la matrice F. Il me reste maintenant à calculer le noyau de f moins lambda id dans ces cas-là, pour obtenir des vecteurs propres avec lesquels, je l'espère, j'arriverai à construire une base dans laquelle la matrice de f est diagonale. Alors là, tu peux te demander, est-ce que j'ai vraiment gagné quelque chose par rapport à la vidéo précédente où je calculais brutalement tous les noyaux ? Eh bien en fait oui, parce qu'après ce calcul de rang, je dois calculer le noyau de f moins lambda id dans seulement deux cas, pour lambda égale 1 et pour lambda égale 3. Alors qu'avec la méthode précédente, je calculais ça pour tout lambda dans R. Donc c'est vrai que la dernière fois c'était pas forcément très compliqué, mais si j'avais pris une matrice 3-3 ou une matrice plus compliquée, ça aurait été encore plus difficile de résoudre ces systèmes-là. Et en fait, ce qu'on me dit, c'est que ça servait de toute façon à rien de les résoudre, parce que les seules solutions du système, ça aurait été la solution nulle à chaque fois. Donc si je dois résumer, ce calcul de rang me permet de localiser exactement quel noyau je dois examiner
et dans quel noyau je trouvais des vecteurs qui me serviront à constituer ma base. Autrement dit, quelles sont les valeurs propres et quels sont les vecteurs propres de l'endomorphisme F. Ce calcul, je l'ai déjà réalisé dans la vidéo précédente, je te mettrai un lien dans la description pour que tu ailles directement à la bonne minute au moment où je réalise ce calcul-là. Donc l'opération est un succès, et je considère qu'on a réussi à construire une base B' dans laquelle la matrice de l'endomorphisme F est diagonale. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve demain pour parler de diagonalisation et de polynômes caractéristiques. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.